Et justement, parce que vous avez évoqué la Cour pénale internationale, il y a, je crois, au moins 4 Congolais qui sont actuellement jugés à la Cour pénale internationale. Est-ce que vous ne pensez pas, comme les Congolais, que la justice internationale est un peu sélective? Il y a même des pays étrangers qui ont été impliqués dans la guerre du Congo. 2 armées même étrangères, pour ne pas le citer, le Rwanda et l'Ouganda, se sont battus à Kisangani avec mort d'hommes. Mais ceux-là, apparemment, la Cour pénale internationale ne sont pas intéressés. On peut citer également le cas du Kivu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part 2 poids, deux mesures? Je comprends tout à fait votre question, elle est excellente et elle me permet de rectifier une idée qui est une idée fausse. En fait, la Cour pénale internationale intervient de manière subsidiaire. Elle intervient uniquement si les États membres leur demandent d'intervenir ou bien si le Conseil de sécurité demande à la Cour pénale internationale d'intervenir. Et toutes les situations qui ont été transmises à la Cour pénale internationale l'ont été notamment par le Congo ou bien par le Conseil de sécurité qui a dénoncé la situation au Soudan. Alors dire que la Cour aurait fait des choix est juridiquement impossible. La Cour examine les situations que les États membres lui ont transmises ou bien le Conseil de sécurité. Je peux comprendre que vous disiez on a le sentiment qu'il y a 2 poids 2 mesures, mais sur le plan de l'application de la loi, ce n'est pas exact. Mais on pourrait aussi dire que finalement, dans ce cas-là, la Cour pénale internationale, c'est une caisse de résonance des puissances internationales. Non, puisque les dossiers qui sont actuellement ouverts sont des dossiers qui ont été ouverts à la demande du Congo et à la demande du Conseil de sécurité. Là, effectivement, le Conseil de sécurité est composé des nations les plus importantes et ce sont ces nations-là qui ont demandé au travers du Conseil de sécurité que la situation au Soudan, au Darfour plus exactement, soit examinée. Mais pour le cas du Congo, par exemple, est-ce que vous pensez que, étant donné qu'il y a des pays qui sont impliqués, par exemple, dans des crimes et des pays qui n'ont pas signé le statut de Rome, et que le Congo peut, malgré cette situation, quand même intenter une action en justice à la Cour pénale internationale par rapport à ces pays, citons-le, l'Ouganda, par exemple, et le Rwanda? Je comprends très bien, mais c'est pour ça que dans nos activités au barreau pénal international, non seulement nous prenons la défense des avocats et nous faisons tout pour qu'ils interviennent aussi efficacement que possible devant la Cour, mais nous allons très souvent dans des pays qui n'ont pas encore signé le statut de Rome, qui ne l'ont pas ratifié, qui ne sont pas membres de la Cour, pour qu'ils deviennent membres de la Cour. Parce que au plus grande sera l'universalité de la Cour, au plus importante sera son application et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra vraiment parler d'une justice universelle où tout le monde est placé sur le même pied. Mais entre-temps, par exemple, pour certains pays, ils ont déjà commis des crimes. Est-ce qu'il y a, le principe des rétroactivités et dans ce cas-là applicable aussi à la Cour pénale internationale ou bien les morts congolais, ben voilà, c'est des morts oubliés, peut-être aussi d'autres morts dans d'autres pays. Il y a effectivement une rétroactivité qui est telle qu'un État signataire ne pourra pas être poursuivi pour des faits qui ont été commis avant la ratification du statut. Donc vous avez tout à fait raison à cet égard-là. Je dois vous dire que la règle de la rétroactivité est une règle qui est applicable de manière générale en toute matière pénale. Donc elle n'est pas surprenante, mais vous avez raison de dire que ça peut donner parfois lieu à des situations qui paraissent inéquitables parce que certains sont poursuivis tandis que d'autres qui n'ont pas ratifié ne sont pas poursuivis. Et en Belgique, il me semble qu'il y a la compétence universelle, qui est aussi d'une certaine manière sélective. Est-ce qu'on peut, par exemple, estimer que pour certaines personnes qui ne peuvent pas être poursuivies dans le cas de de la Cour pénale internationale, peuvent être poursuivies dans le cadre de la compétence universelle belge? C'est-à-dire que là, nous rentrons dans l'application du Code de procédure pénale ici en Belgique et du Code pénal belge qui prévoit effectivement certaines conditions dans lesquelles des étrangers peuvent être poursuivis ici en Belgique.
nous rentrons là dans l'application du droit national plutôt que du droit international. Vous savez, ce qui est important, c'est que la justice puisse l'emporter et que la justice soit l'objectif terminal et que tous nous travaillons dans ce même sens et dans cette même direction. Un État qui se sent lésé par rapport à, disons, à la signature de l'accord, disons, du statut de Rome, est-ce qu'il peut un jour décider de se retirer? Je crois qu'il est possible effectivement qu'on se retire, mais je ne veux pas songer à cette éventualité-là parce que notre objectif à nous, c'est que plutôt qu'avoir 108 membres comme à présent, nous en ayons beaucoup plus. L'idée n'est pas que des gens se retirent, que des États se retirent, mais qu'au contraire, ils reviennent et qu'ils puissent de la sorte faire en sorte que la Cour devienne une vraie juridiction universelle. Nous disions tout à l'heure qu'il y a au moins 4 Congolais qui sont actuellement à la Cour pénale internationale. Et en tant qu'avocat, comment expliquez-vous que le cas, par exemple, de Jean-Pierre Bemba, pour sa liberté provisoire, qu'il ne puisse pas trouver un État qui puisse l'accueillir, alors que ces États-là sont signataires également des statuts de Rome et donc, logiquement, peuvent être choisis par la Cour pénale internationale, même, semble-t-il, même de force pour accueillir quelqu'un qui est à la Cour pénale internationale? J'ai des difficultés à vous répondre avec précision à cette question. Mais il est évident qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Lorsque on décide que quelqu'un peut être libéré et que la décision finale est bloquée parce qu'on ne trouve pas le pays où il devrait aller, je trouve qu'on fait passer des convenances avant l'objectif que la Cour avait en tout cas envisagé, c'est-à-dire qu'on mettrait un terme à une détention qui, aux yeux de très nombreux, est une détention qui n'a plus aucune nécessité. Donc il aurait absolument fallu que la Cour puisse régler ce problème en trouvant un pays dans lequel M. Bemba aurait pu passer le temps nécessaire. Et vous êtes belge, justement, Jean-Pierre Bemba a été arrêté en Belgique. Comment ça se fait que Jean-Pierre, comment la Belgique a l'occasion d'arrêter quelqu'un, mais ne peut pas trouver l'occasion de pouvoir le recevoir chez lui pour une liberté provisoire? Écoutez, ce sont deux problèmes différents. Hein. Le premier problème dépend de l'application de la loi et des tribunaux belges. Ce sont les tribunaux qui ont décidé que M. Bemba serait transféré vers la Cour de La Haye, alors qu'au contraire, le deuxième problème aurait dû trouver sa solution non pas au niveau de la justice, mais au niveau du pouvoir exécutif belge. Donc il y a là, me semble-t-il, un début de question, un début de réponse à la question que vous me posez, qui est une question pertinente, mais la réponse est que ce sont deux directions différentes qui se sont prononcées sur deux problèmes différents. Et de votre avis, le procès à Bemba, c'est un procès politique? Je dis pas que c'est un procès politique dans la mesure où les tribunaux, la Cour pénale internationale plus exactement, qui va juger ce cas, est composée de magistrats qui sont des magistrats de toute première qualité. Et là, le procès n'est pas politique pour autant. Maintenant, les conditions dans lesquelles M. Bemba a été arrêté, les conditions dans lesquelles il y a une dénonciation contre lui, ceux qui s'occupent de ce dossier et qui connaissent le dossier mieux que moi seront encore beaucoup plus précis, mais on pourrait imaginer effectivement que quelqu'un a voulu écarter M. Bemba en déposant une plainte que beaucoup contestent. Et votre conviction? Moi, je n'ai pas à vous dire de conviction. Je m'exprime ici comme président du barreau pénal international, ce qui m'oblige à une réserve et à une prudence. Quelle pourrait être, à votre avis, l'issue du procès par rapport... Parce que beaucoup de Congolais, moi j'ai fait une émission qui est diffusée à Kinshasa, me posent toujours la question, si jamais ils prennent en tout cas l'hypothèse la plus extrême pour Jean-Pierre Bemba, si jamais il est reconnu coupable d'un chef d'accusation parmi tous ceux qui ont été énoncés, qu'est-ce qu'il risque effectivement? Écoutez, demander à un avocat qu'est-ce qui va se passer, c'est extrêmement difficile. Vous savez comme moi que le maximum de la peine est 30 ans. Mais 41 ans d'expérience et j'espère d'une certaine sagesse dans la profession m'ont démontré qu'il était impossible de faire un pronostic. Vous avez des affaires difficiles où vous craignez le pire et vous obtenez de très bons résultats.
et l'inverse existe également. Donc j'espère une chose pour Monsieur Bemba, c'est que les choses se passent le mieux possible.